souvent ici n'ont sûrement jamais remarqué et qui vont trouver assez impressionnante. On vous montre ça à la 4e gare de l'engouement éventuellement. Je vous tasse, messieurs, un petit peu. Avant de y aller, encore une fois, j'insiste, on ne mentionne pas le nom de l'expert dans le chat. C'est super simple à faire. C'est un expert. On parle d'un expert. OK? On va revoir des événements qui sont arrivés il y a quelques mois quand un expert a décidé de flaguer pour droit d'auteur des clips sur lesquels il n'avait, et on va bien le démontrer, aucune ascendance, aucun droit de se faire. Donc, peut-être, ben tiens, je vais passer à la première image là-dessus en vous souhaitant à tous et à toutes une excellente soirée. Et mon cher Pierre, ici, ben, premièrement, je veux te remercier en public. C'est toi qui as offert tes services pour m'aider dans cette situation qui avait été, on peut dire, très malheureuse. J'ai trouvé ça très malheureux que ça s'en aille comme ça, parce qu'un expert avait tout à fait le moyen de me rejoindre et de me faire savoir que ça ou ça était allé trop loin. Mais un expert a décidé de ne pas faire, de ne pas utiliser cette possibilité-là et a flagué 2 de nos clips. Mais en fait, plusieurs clips, mais ça a donné 2 strikes sur notre chaîne de douteux.org, une chaîne de l'organisme que je chapeaute et que je représente. J'ai l'habitude de dire que j'en suis la mascotte. Et depuis... ben voilà, à 2 strikes, on est à 1 de perdre notre chaîne. Fait que là, tu sais, on a un petit peu mis les breaks, on a levé les flags et tout. Et ben voilà, notre cher Pierre ici m'a composé cette réplique-là on va la lire au complet. C'est 3 pages. Est-ce que tu veux y aller, mon cher Pierre? Pendant ce temps-là, je sauge. C'est très spécial de lire la lettre que j'ai écrite à des gens, mais j'ai bien aimé le sous toute réserve et sans préjudice. Après avoir discuté avec Mireille Rose hier soir au téléphone, je peux vous dire que je suis UCC 1-308, moi. C'est sous réserve et sans préjudice. Tout est réservé. Ben, si c'était mieux, on peut faire les keto, là. C'est vrai que j'ai pas vu ça de même que. Vas-y, keto, toi, lis, là. Bon. Puis Pierre, il rajoutera des commentaires au fil de la Monsieur expert, j'ai reçu mandat de communiquer avec vous afin de vous demander de retirer les 2 plaintes que vous avez soumises à l'intention de YouTube récemment relativement à 3 publications contenues sur la chaîne éponyme de l'organisme douteux.org. En effet, ouvert le 16 mars 2023, vous avez transmis à YouTube une plainte relative aux droits d'auteur à l'égard d'un document vidéo publié le 9 mars 2023 par douteux.org sur la chaîne associée à l'organisme. Le document est intitulé Séphir, dialogue de recherche générique expersion. J'ai changé un peu. Par la suite, ouvert le 17 mars 2023, vous avez transmis une seconde plainte relative aux droits d'auteur concernant des extraits de 2 vidéos publiées respectivement le 9 et le 16 mars 2023. Les 2 derniers documents s'intitulent respectivement Merconspi 127, Sauce Fiction, Merconspi 128, Croûte que Croûte. Par ces plaintes, vous revendiquez en votre nom personnel les droits relatifs à la création de ce contenu, prétendant que des éléments présents dans ces 3 extraits sont le fruit de votre création personnelle, vous qualifiant ainsi d'auteur au sens de la loi. On va changer la page, Tommy. Oui, désolé, je t'occupais à serrer mon saugeage. Je peux continuer si tu veux, Keto. C'est bon. J'étais tanné. Ma cliente considère que vous ne possédez pas l'intérêt pour agir à l'égard de ces documents. Subsidiairement, ma cliente est d'avis que le contenu, objet de vos plaintes, ne peut faire l'objet de telles plaintes. En premier lieu, le matériel public du Séphir, organisme dûment constitué par le Cégep Édouard Montpetit et agissant sous son autorité, ne vous appartient pas et vous n'êtes pas non plus l'auteur de la vidéo originale utilisée aux fins de la production contenue aux publications précitées. En ce sens, ma cliente estime que vous ne pouvez, en votre nom personnel, revendiquer des droits d'auteur en lieu et place du Cégep Édouard Montpetit sous réserve d'une résolution du conseil d'administration dûment confectionnée et adoptée. En second lieu, et concernant la transformation du matériel original précité, à savoir le document nommé Séphir, dialogue de recherche, ma cliente est d'avis que cela constitue un usage à caractère humoristique, satirique ou autrement critique de ce que l'auteur de ce contenu, ce que n'est pas ma cliente, considère être l'élément comique inhérent à votre implication envers l'organisme concerné, à savoir le Séphir.
Le document ainsi produit, en dehors d'insister sur un élément que le créateur du contenu concerné considère comme étant de nature comique, ne comporte aucune insulte, dénigrement ou message de nature haineuse ou rabaissante. Le document ne met en relief qu'un simple fait que le créateur concerné considère drôle. L'expert et le séphir ne font qu'un, et l'expert est partout et se confond avec le séphir. Cela constitue l'opinion du créateur de ce contenu et un élément d'expression humoristique protégé pour douteux.org. En somme, le message est assez simple, à tendance humoristique et ne constitue en aucun cas une forme d'expression violente. Tel que prévu par le législateur, cela constitue un usage équitable qui s'apparente aisément à ce que l'on peut retrouver ailleurs dans des émissions grand public telles que le Bye Bye de Radio-Canada ou Infoman. Le législateur considère ces utilisations utiles, mais aussi importantes dans notre démocratie, puisqu'il en cristallise la protection constitutionnelle relative à l'expression libre dans le domaine de la production des œuvres de l'espèce, faut changer la page, humaine, au travers du principe reconnu et appelé usage équitable ou fair use. Compte tenu de ce qui précède, ma cliente douteux.org estime que vos plaintes constituent une forme de bâillon ou d'intimidation à son égard par l'usage abusif dont vous faites preuve à l'égard du système de protection des droits d'auteur mis en place par YouTube et par le préjudice qu'elle en subit. Voici maintenant 11 ans que ma cliente dispose de cet espace aux seules fins d'y diffuser ses propres créations. Cette chaîne constitue aujourd'hui une part importante des revenus associés à l'organisme que je représente et vos plaintes l'exposent à une fermeture potentielle réelle de sa chaîne compte tenu des règles applicables et du risque que comportent ces agissements comme celui dont vous faites preuve. Outre le fait de considérer vos agissements abusifs, ma cliente vit actuellement avec la crainte d'une troisième plainte qui, même si elle s'avérait aussi non fondée, aurait l'effet de fermer complètement cet espace d'expression libre dans lequel ma cliente se croyait jusqu'à maintenant protégée. En d'autres mots, votre agir intimide, bâillonne ou empêche ma cliente de continuer ses activités sans crainte et avec la liberté à laquelle elle est en droit de s'attendre dans une société libre et démocratique. Comme votre parcours en témoigne, ma cliente estime que vous agissez ainsi en toute connaissance des effets préjudiciables inhérents à votre démarche, l'univers radicalisé que ma cliente expose régulièrement, comme vous le décrivez dans divers rapports de recherche dont vous êtes l'auteur ou le superviseur, est particulièrement prompte à signaler du contenu dans le seul but de faire taire le ou les auteurs ou créateurs de contenu. Ma cliente estime que vos deux plaintes s'apparentent à ces méthodes. Au Canada, un message peut être inconciliable avec le point de vue d'une personne. Il peut être de mauvais goût, voire repoussant, sans pour autant que cela ne justifie de le supprimer ou d'agir de manière à faire taire l'émetteur plutôt que de le confronter à son message. Comme vous en avez déjà fait l'expérience et tel que vous l'avez admis par le passé, puisque vous le reconnaissez dans un échange avec le représentant dûment autorisé de douteux.org, M. Tony Gaudette, ma cliente est un organisme particulièrement accessible et tout à fait empathique. Il est possible que certaines diffusions ou contenus vous déplaisent ou même vous irritent, mais cela n'est pas un motif suffisant pour fonder une plainte relative aux droits d'auteur à l'égard du contenu clairement humoristique, contenu à l'égard duquel vous n'êtes ni auteur, ni propriétaire, ni autorisé pour agir, du moins pas à la connaissance de ma cliente. Cependant, il vous est tout à fait possible de demander à douteux.org de retirer du contenu mis en ligne si tel contenu vous affecte d'une manière ou d'une autre. Ma cliente n'envisage pas ses activités de manière confrontante, mais humoristique et surtout inclusive et empathique. En ce sens, douteux.org insiste pour vous informer qu'elle est tout à fait encline à supprimer les publications et ou extraits concernés selon le cas et est prête à s'engager à ne plus diffuser à l'avenir la parodie intitulée Séphir, dialogue de recherche générique expression, et ce, pour toute diffusion dont douteux.org est le contrôle. J'ai donc mandat pour tous ces motifs de vous demander cordialement de retirer ces deux plaintes aux droits d'auteur concernant la chaîne douteux.org, si sur la plateforme YouTube et qui concernent les trois documents si haut mentionnés, comptant sur votre collaboration et dans l'intention de régler ce différend par les voies que ma cliente estime les plus appropriées. Je vous informe également qu'advenant que ma cliente voit sa chaîne fermée par le fait d'une troisième plainte, qu'elle émane de vous ou non, elle n'aura d'autre choix que de s'adresser aux tribunaux afin que le préjudice duquel vous participez par vos ajustements soit réparé, espérant le tout utile dans l'espoir de voir ce différend réglé de manière prompte et courtoise. Je vous invite à entrer en contact avec moi afin de me faire part de votre position quant à cette demande par écrit et dans les délais les plus brefs. Non, j'ai oublié. En fait... merci beaucoup, maître, expert, puis... voilà. Je peux...
je veux mentionner qu'en fait, après avoir reçu les lettres, l'autre partie n'a pas enlevé les strikes. Il a fallu que je fasse des démarches auprès de YouTube, qui a ensuite enlevé les 2 strikes, considérant que l'argumentaire était valable, qu'on avait utilisé avec tout à fait le fair use. La preuve qu'on a eu raison, c'est que les strikes ont été enlevés. Donc ici, il y a un expert qui a pris l'habitude de communiquer avec nous, avec moi et Keto en particulier, et Bruno aussi, que vous connaissez, et d'autres, peut-être. Je ne suis pas trop toutes les affaires qu'un expert peut faire, mais qui a communiqué avec moi ici. Ça a été la réponse d'un expert suite au moment qu'il a striké nos chaînes, qu'un avocat a checké ça, puis il a dit, voyons, c'est tout à fait fair use. Et lui, il n'a pas été enlevé les strikes qu'il avait donné à ma chaîne. C'était tout à fait du bullying et du bâillonnage. Et ça a été une réponse que je trouve tout à fait éloquente qu'un expert a mis sur un wall, quelque part. Plaider le fair use d'une parodie quand cela fait 2 ans que tu tentes par tous les moyens, fausse allégation de harcèlement, attaque ad personam, violence verbale en ligne, cyber-intimidation et incitation à la haine en groupe, plainte sans fondement à un employeur. Là, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont mélangées. Non, là. De discréditer un professionnel, c'est risible comme argument. OK. Le fair use ne s'applique pas lorsque la malveillance est aussi évidente, ce qui ne me semble absolument pas vrai de plus qu'une manière. L'objectif de mon action n'a jamais été de priver qui que ce soit de sa liberté d'expression, mais plutôt d'envoyer un avertissement clair. Donc, un chercheur qui nous a tous bloqués à la place d'envoyer, de parler, à la place de dialoguer, il a préféré faire des strikes et le but de ces strikes, c'était un avertissement clair. Et quand tu veux envoyer un avertissement clair, c'est quoi la différence entre un avertissement clair puis du bullying comme ça? Puis premièrement, c'est pas clair. C'était juste du bullying. Je n'avais plus toléré le harcèlement et la violence en ligne, ainsi que des propos qui s'attaquent directement à ma personne étant un expert. S'il y a récidive, je prendrai tous les moyens légaux à ma disposition pour faire cesser ce cyberharcèlement que j'ai toléré trop longtemps, parce que critiquer un expert, c'est de le cyberharceler. Ce n'est pas un manque de maturité de ne pas vouloir discuter avec une personne qui vous dénigre, c'est même très sain de s'éloigner de ce type d'individu. J'ai tellement dénigré un expert, beaucoup. Donc ça a été la réponse d'un expert suite à ce qu'on a envoyé. Et c'est maintenant qu'on implique Keto Warrior, parce que je veux amener peut-être ce qui nous a amené à cette réponse d'un expert ici en haut, c'est que j'étais sur Twitter et il y a un gars qui s'appelle Fred Rouleau. Ça me dérange pas de le mentionner parce qu'à un moment donné, dans un post, il m'a menacé de coups de marteau sur la tête. Et là, j'ai dit, voyons, dude, t'es névrosé, va consulter. Puis il a répondu qu'il était pour me donner des coups de marteau sur la tête, pour me rentrer. Fait que là, il y a comme quelqu'un qui voulait me crisser des coups de marteau sur la tête. Moi, j'ai écrit, ben là, tu sais, voyons, t'es névrosé, dude, t'es en train de l'échapper, va consulter. Et un expert s'est senti le besoin, le devoir d'écrire sur son wall Facebook, duquel j'étais bloqué. Il a senti le besoin d'écrire ça ici. Il a écrit « Si vous dites à quelqu'un sur les réseaux sociaux qu'il est névrosé, c'est un diagnostic et prenez garde, c'est un acte réservé. » Ce qui est tout à fait faux. Tu peux dire que quelqu'un est névrosé, ce n'est pas un diagnostic. Dire aussi à une personne sur les RS d'aller consulter, c'est aussi une forme de diagnostic. Non, car vous n'avez pas la compétence pour déterminer si la personne a effectivement besoin de consulter. La personne vient de me menacer de coups de marteau dans la tête. Si vous passez votre temps à dire aux autres de consulter, vous devriez peut-être vous poser des questions sur vos motivations à faire cela à répétition. Une chose certaine, ce n'est pas de l'empathie. Et on reconnaît, après avoir entendu le « Je vous salue, Mère Cronspi », on sait exactement à qui un expert est en train de parler, là. Tu sais, Tommy, avant qu'on se lance dans ma réponse, j'aimerais juste donner le contexte. Moi, je te suis pas vraiment sur Twitter et compagnie. Même sur Facebook, je veux dire, je vois des trucs passer, là, mais je ne suis pas de cette façon assidue et je ne savais pas le contexte de ce message-là. Ah,
Ben, avais un certain beef, on va dire ça, avec, je vais me avec permettre, Martin Geoffroy. oui. Oui. Excuse-moi, je vais me permettre d'aller chercher les screenshots pour ajouter du relief. Là, que c'est pas des menteries que je dis. Puis, mais c'est ça, tu sais, oui, il y avait quelque chose, mais moi, je n'avais pas le contexte. Puis, je laissais aller, tu sais, je suis content de comment je gérais ça. Tu sais, oui, il y avait des trucs au Merconspi par rapport à l'expert que je voyais à l'occasion. Oui, je veux dire, je trouvais ça drôle, je trouvais ça ridicule par moment, puis ça allait. Ce n'était pas mon combat. C'est pour ça qu'on vous dit aussi souvent, tu sais, laissez les autres. Comme moi, mes affaires qui peuvent m'arriver avec Oui. l'expert. J'adore que tu insistes là-dessus, effectivement. On n'a pas besoin de personne de se faire comme protéger ou besoin d'alliés qui viennent taper sur le même clou. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je vous assure qu'on a un ego assez fort pour prendre les coups, puis ça va très bien. Oui. La majorité des publications de l'expert qui clairement me ciblent en partie ou en totalité me font rire, me font vraiment rire. Il n'y a pas un moment où j'ai été froissé. Donc, c'est ça. Ça, c'est le contexte. Donc, c'était vraiment rien à voir. Et moi, c'est vraiment venu me chercher solide la question de ne pas pouvoir dire à une personne qui a peut-être des problèmes de santé mentale, qui a peut-être besoin d'aide, de faire quelque chose. Si je vois quelqu'un qui a une jambe cassée dans la rue, je peux dire t'es mieux d'appeler une ambulance ou t'es mieux de faire checker ça. Ça, c'est correct. Mais si je vois une personne qui n'a pas l'air d'être bien, puis d'insinuer qu'elle devrait consulter quelqu'un, ça, c'est un diagnostic, je l'ai trouvé plutôt ridicule. Donc, tu veux-tu que je lise mon message? Avant, je veux juste comme rajouter le relief là, ici. Là. Il y a Fred, il dit « C'est pas des menaces, crétin. La dictature communiste, personne veut ça. Est-ce qu'il faut absolument te l'entrer dans la tête à coups de marteau? Je voudrais qu'on évite de se rendre là. » C'est donc à ce message-là, et à ce message-là ici, qui a mis un petit coup, un marteau à côté d'un emote. Fait que, tu sais, je veux dire, je comprends qu'il n'a pas dit « Je vais aller te crisser des coups de marteau dans la tête. » Mais peut-être qu'un expert n'a pas focusé sur le bon problème de radicaliser dans cette histoire-là. Peut-être qu'un expert se serait trompé ici. Fait que là, je te laisse aller. Ça, c'est le message qui m'a valu d'être bloqué par un expert en question, oui. Pour ensuite me donner une réponse sur son Facebook que je ne pouvais voir, si ce n'est que j'ai un autre compte. Il me semble que demander à quelqu'un d'aller consulter est pas mal l'équivalent de dire « Je n'ai pas les compétences pour effectuer un diagnostic, mais je crois que tu devrais aller consulter auprès d'une personne qui a les compétences. » Je ne vois vraiment pas en quoi c'est un diagnostic et encore moins en quoi ça constitue une action dépourvue d'empathie. Le seul diagnostic posé en demandant à quelqu'un d'aller consulter est celui de reconnaître que l'on n'a pas les compétences pour poser des diagnostics. Et là, je comprends, là, ça a l'air comme blabla, mais c'est ça, c'était ça mon... moi, ça m'inquiète, cette affaire-là, puis je veux que Fred aille bien, puis il n'a pas l'air de bien aller. Fait que, tu sais, je comprends que j'ai peut-être pas dit quelque chose qui va faire que la chose que je veux qui arrive va arriver. Mais je venais de me faire dire que j'étais pour me faire crisser des coups de marteau dans la tête. C'est vrai, puis d'ailleurs, je vois quelque chose dans le chat qui me fait penser. Il y a quelques personnes qui ont eu l'audace de mettre un like sur mon commentaire et qui se sont aussi ramassés bloqués. Qui se sont fait bloquer pour dialoguer parce que c'est une activité de groupe. Là-dessus, c'est que hier, on en a parlé, ça déboule un petit peu, hein, et on a eu de la part de l'expert, parce que ces temps-ci, ça va bien pour l'expert. Tant mieux, écoute, tant mieux. Moi, le Céphir puis le reste, tant mieux si ça rayonne. Moi, je souhaite le mieux possible à tous les experts impliqués. Et on a eu la réponse d'un expert ici, suite à mon éditorial durant lequel j'ai beaucoup parlé à un expert, justement. Et celui-là, Pierre, tiens, je vais le lire et après ça, on va te laisser en parler un petit peu. Fun fact, les anti-complotistes militants, et ça, c'est quelque chose, je vais tout de suite peser pause là-dessus. Je comprends qu'un expert ne veuille pas comprendre qu'on n'est pas des anti-complotistes. Il peut, mais c'est pas ça qu'on est, ça l'aide pas son propos. Lui, il peut peut-être, un expert peut faire ce qu'il veut, ça on le sait, il peut peut-être insister à nous classer comme ça, mais c'est pas ça que je suis.
presque tout le monde, tu sais, Steve qui était là hier, c'est quelqu'un qui s'est sorti du complotisme. J'ai déjà passé par là. Tous les humains sont complotistes et ont une facette complotiste. Je suis pas en train de faire un show durant lequel je dis il faut que tu donnes cette bébite-là qui est en dedans de toi et que tu l'étrangles jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Je suis en train de dire qu'il faut qu'on fasse la paix avec ça de la même manière qu'on fait la paix avec nos émotions. C'est la même manière. Les anti-complotistes, c'est pas nous autres, mais je sais qu'un expert parle à nous autres en disant ça, parce que c'est un expert, puis il a décidé que c'est ça qu'on était. Pierre, c'est ça qui est. C'est ça que Keto y est. C'est ça que moi je suis. On est tous dans le même panier, on est tous comme cette gang-là, puis toutes les personnes qui ont mis des likes sont toutes des anti-complotistes, on est tous pareils. Construisent eux-mêmes leur, entre guillemets, code d'éthique, alors que les codes auxquels sont soumis les professionnels sont le résultat d'une concertation collective. Ils peuvent d'ailleurs changer leur code quand cela leur convient pour l'adapter aux circonstances. OK. Si un professionnel contrevient au code d'éthique de son association ou de ses bailleurs de fonds, il pourrait être sanctionné à la suite d'un processus de plainte dûment enregistré. Harceler un professionnel sur les réseaux sociaux avec ses doléances, ce n'est pas une bonne façon d'initier un dialogue. Taguer un employeur n'est pas un processus de plainte acceptable non plus. On a vu le commentaire de Keto qui s'est fait bloquer. En quoi ce n'était pas une bonne manière d'entamer un dialogue? Un expert le sait. C'est facile de produire une courte liste de complotistes qui font enfreint de leur code d'éthique et qui n'ont pas encore perdu leur emploi parce qu'ils ont la liberté académique. Cependant, la sanction des pairs est souvent beaucoup plus cinglante que celle des administrations parce qu'elle discrédite directement et en profondeur les affirmations des professionnels complotistes. Cela peut aller d'un isolement de la communauté scientifique jusqu'à la radiation pure et simple. Le processus en place veille généralement à moduler des sanctions par rapport au degré de gravité de la faute. Tout à fait d'accord avec ça. Et là, c'est beau. Chez les anticomplotistes militants, le processus de plainte passe par la vindicte populaire, sorte de tribunal de facto qui n'est soumis à aucun code. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Pierre? Oui. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? C'est un peu touché, là, comme ça. Écoutez, moi, je peux commenter le texte phrase par phrase. Les anti-complotistes militants, je ne sais pas ce que c'est. Donc, étant donné que c'est pas défini, je ne sais pas de quel groupe on parle ici. Tout à fait. Quand il dit militant, ben, j'aimerais connaître la cause qu'ils défendent parce qu'on milite pour quelque chose en général. Je pense pas que personne milite contre des gens, mais plutôt pour ou contre des idées ou des choses. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui militent en soutien, par exemple, à la Palestine ou des choses comme ça. Donc, anti-complotistes militants, j'ai beaucoup de mal parce que je ne sais pas ce que c'est. Construisent eux-mêmes leur code d'éthique, alors que les codes auxquels sont soumis les professionnels sont le résultat d'une concertation collective. Alors, je comprends que ce qu'on appelle un professionnel, c'est quelqu'un qui est soumis au code des professions, et je comprends que expert n'en fait pas partie, et que chercheur non plus. Je comprends que la personne qui écrit ça devrait être une professionnelle, mais je sais qu'elle l'est pas. Bref, peut-être qu'elle veut se donner un statut qu'elle n'a pas. Mais tout ce que je sais, c'est que la personne qui a écrit ça n'est pas ce qu'on appelle un professionnel et n'est pas soumis au code des professions. En somme, c'est peut-être quelqu'un qui qui a une certaine valeur éthique qui est imposée dans son travail, j'imagine, des choses comme ça. Il y en a chez les professionnels, le code des professions, puis toutes les déontologies de chaque profession sont des codes éthiques, là. Ils peuvent d'ailleurs changer leur code quand ça leur convient pour l'adapter aux circonstances. Ben, ça, c'est une opinion. Parfait. J'aimerais, moi, voir des exemples pour savoir quand c'est arrivé. Alors, j'ai besoin de savoir c'est quoi anticomplotiste. J'ai besoin de savoir quelle est la cause en militante. J'ai besoin de savoir quel est le code d'éthique qui est construit par eux-mêmes. Et comment ils le changent et quand et à quelles occasions. T'sais, j'ai besoin de jus là, pour aller là-dessus. Peut-être un exemple de manquement d'éthique. Là. Pardon? Peut-être un exemple de ce qu'il considère un manquement éthique, parce qu'il semble beaucoup vouloir comparer son éthique à la nôtre, ce que moi, personnellement, j'ai jamais fait. Là. Moi non plus. Peut-être que je l'ai déjà fait. On s'en fout. Là. Ouais, je pense que tout le monde se fout de la personne. La grosseur de ton éthique, là. Oui, vraiment. Je sais pas quel est le code éthique, mais moi, je sais que pour avoir fait de la recherche académique assez sérieuse, et je peux le dire, j'ai été publié aussi, moi,
C'est juste que je mets pas ça de l'avant parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais je veux dire que le code éthique et celui de la recherche un peu partout, le même, là, Stéphane Roussel pourrait excessivement bien nous l'expliquer. D'autres gens comme Doom Baril, Dominique, tous les gens qui font de la recherche, qui demandent des fonds à droite, à gauche, là, savent très bien que, notamment, faut pas être en crise contre ton sujet de recherche, faut pas avoir des inimitiés ou des amitiés avec ton sujet de recherche, faut être, rester objectif, distant. Tu peux pas être en tabarnak, courir après tes sujets de recherche, te faire des plaintes à droite, à gauche, puis aller parler d'un tribunal de facto comme tous les souverains de ce monde. C'est délirant, là. On peut pas être un objet de recherche dans ce contexte-là. Là. Je sais qu'il y a un code d'éthique en recherche, puis c'est de pas faire ces actes-là à l'égard de son sujet de recherche. Parce que là, pas de son sujet de recherche. Un expert qui se disait neutre et expert a démontré, parce qu'il voulait me donner un avertissement, a démontré qu'il était impliqué. C'est pas une manière adulte de dire à quelqu'un arrête de faire telle ou telle affaire. C'est pas la manière de faire. Puis ça démontrait aussi qu'il y avait comme des émotions là, qui étaient impliquées. Là. Je sens pas la neutralité d'un expert dans ce dossier-là, on va dire. Au deuxième paragraphe, c'est intéressant parce qu'il dit si un professionnel contrevient au code d'éthique de son association ou de ses bailleurs de fonds. Le code des professions regroupe des professions où justement on ne doit pas être lié avec des bailleurs de fonds. Tu comprends? C'est que le comptable doit pas être lié avec des gens qui vont vendre des affaires de comptabilité. Le dentiste devrait pas ou doit pas être lié pour vendre tel ou tel truc, ou un médecin vendre telle ou telle pilule, ou bailleur de fonds, c'est ceux qui lui donnent de l'argent pour ses recherches. Le code d'éthique dans la recherche, il me semble qu'il n'est pas auprès des gens des bailleurs de fonds, justement, parce qu'on veut pas que le fonds te tienne en laisse pour ta recherche. Donc, généralement, le code d'éthique, c'est justement d'avoir une tranchée étanche entre le fonds qui va te donner des fonds pour ta recherche, puis toi. Tu peux pas être dirigé dans ta recherche. Ben oui. C'est, admettons, dans le privé. Admettons que les pétrolières payent pour une recherche, ben, pour les changements climatiques, ben, idéalement, les chercheurs sont soumis à une espèce de code éthique qui fait qu'ils diront pas exactement ce que les pétrolières veulent qu'ils disent. Ils vont essayer d'amener les faits les plus objectifs et moins biaisés possibles. C'est ça. Et il n'y aura pas de communication normalement entre le fonds qui finance et le chercheur. Harceler, donc c'est très drôle de dire un professionnel puis les bailleurs de fonds dans la même phrase. Là, c'est assez révélateur de quelqu'un qui travaille pas dans ce domaine-là. Là. Contrevient au code éthique de son association. Alors, je sais pas ce qu'il veut dire par association. Ça peut être par son ordre professionnel ou des choses comme ça. Je comprends que la personne qui écrit ça est pas non plus placé pour donner des opinions de ce genre-là. Mais je comprends que ça reste une parole personnelle, là. C'est pas très engageant. Pourrait être sanctionné à la suite d'un processus de plainte dûment enregistré, ben, comme ce qui tente de dénoncer là, les anticomplotistes militants, s'il veut appeler douteux de cette façon-là, ou d'autres gens de cette façon-là. C'est ses il y a affaires. justement des processus de plainte. Le processus étant, tu peux écrire à Tommy, tu peux écrire à douteux, c'est fucking inaccessible, ces adresses-là, tu les trouves en 2 secondes sur le net. Tu peux utiliser les processus de plainte qui sont prévus sur les plateformes qu'ils utilisent. Et c'est ça que la personne a fait avec YouTube. Et puis, il y a un autre processus de plainte sur Twitch aussi. Je veux dire, il y en a des processus de plainte, puis dûment enregistré, ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Une plainte dûment enregistrée, ça n'a aucun sens en français. Harceler un professionnel. Alors là, harceler, ça va commencer à faire. Là. C'est pas parce que des gens parlent de toi que c'est du harcèlement. C'est pas parce que ça te fait pas plaisir que c'est du harcèlement. Le harcèlement, c'est quand même des menaces sérieuses à ta sécurité de manière répétée. Arrête de raconter des niaiseries. Secondes, il est littéralement passé à une émission qui s'appelle Tout le monde en parle.
Et il n'a montré que sa photo de tout show. Un expert aurait montré seulement lui dans la publication traitant de la chose dans laquelle il était fier d'avoir participé. Ouais. Quelle surprise. Donc, harcelé sur les réseaux sociaux avec ses doléances. Je ne sais pas trop de quelles doléances il parle. Des doléances, en général, c'est des choses qu'on met dans des pétitions. Là. C'est des plaintes. Là. Ben, ça fait Harcelé... 6 mois en plus qu'on n'a pas parlé ici. Fait que probablement il faudrait que j'aille dans le passé pour mieux comprendre. Là, Avec ses doléances, les doléances du professionnel. Mais quelles sont les doléances du professionnel qui écrit ça? Je ne sais pas. Ce n'est pas la bonne façon d'initier un dialogue. Est-ce que les gens veulent? C'est ça qui m'énerve là-dedans. Là. C'est quoi cette façon de vouloir dicter aux autres leur comportement? Depuis quand qui peut penser que... Je veux dire, il n'en sait rien si les gens veulent initier un dialogue avec lui ou pas. En tout cas... S'il veut initier, lui, un dialogue avec quelqu'un, ben, il peut approcher ces gens-là puis parler avec ces gens-là. C'est pas moi qui l'ai bloqué, c'est lui. Là. Si après, il écrit des affaires sur les réseaux sociaux qui sont publics, comme dans un village, là, la place du village, qui va crier un expert peut faire ça, puis il peut parler de ça, mais l'autre, il peut pas en parler. Ça revient à parler, c'est comme de dire tu peux pas discuter sur les réseaux sociaux de ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment parce que t'es pas un expert. Oui, tu peux en discuter, c'est juste que tu vas avoir tendance à dire des conneries, puis tu vas avoir tendance à décontextualiser les choses, puis à manquer de savoir là-dessus, comme on dit, mais un expert va avoir une parole crédible, beaucoup plus fournie, beaucoup plus sourcée, beaucoup plus assise. C'est pas pour ça que des gens peuvent pas écrire des conneries, Chris. Sinon, si les gens écrivent des conneries en public, ils ont le droit après ça d'avoir les répercussions qui viennent avec les conneries qu'ils ont écrites. Là. À partir du moment où tu es public, tu prends le risque et tu l'acceptes d'être confronté à ce que tu dis, c'est tout. Il n'y a rien là. Taguer un employeur n'est pas un processus de plainte acceptable non plus. Ben, il se trouve que ça existe puis que l'employeur il l'accepte. Donc c'est quand même pas lui qui va décider du processus de plainte que l'employeur veut mettre en place. Ça, c'est sûr. De toute façon, moi, personnellement, je n'ai jamais fait ça. Moi, je me rappelle pas avoir fait ça, moi non plus. Peut-être en répercussion quand on s'était fait taguer, flaguer nos chaînes, là, que là, j'ai dit, c'est assez, là, c'est pas drôle. Là. Ben, c'est ça. C'est ça, mais voilà. Et à partir du moment, tu sais, taguer un employeur, moi, je le suggère pas du tout, là. Surtout que là, visiblement, c'est quelqu'un qui écrit pour son... Il n'est pas dans un cadre professionnel du tout, là. Ça, c'est une pensée personnelle. C'est un journal personnel. C'est pas écrit dans le cadre d'un travail ou de... Sinon, tu aurais au moins le logo, ça sera écrit depuis la page de l'organisme ou des choses comme ça. Oui. Donc là, on est purement dans le personnel. Il n'y a rien de professionnel là-dedans. Je dis pas que la personne n'est pas professionnelle dans son approche de son travail. C'est juste que c'est pas écrit sur une page professionnelle. C'est pas la parole d'un organisme. Là. C'est facile de produire une courte liste de complotistes. Alors là, il va falloir être sérieux maintenant. Là. Parce que le terme complotiste, il réfère à une partie d'un gros groupe quand même. Hein. Des gens qui croient à des complots, il y en a beaucoup. Tout le monde croit à un complot à quelque part. C'est ça, mais bon, des gens qui fondent un peu leur vie sur l'existence de complots, il y en a beaucoup. Oui. Moi, des fois, j'imagine des affaires. Mais... C'est une drôle de nuance aussi de dire anticomplotiste contre complotiste tout le temps. C'est pas. Il me semble que c'est pas simple comme ça. C'est pas blanc comme noir, gauche contre droite. Là. Tu voulais dire quelque chose, Kato? Un expert qui considère qu'il y a vraiment une collusion ou un groupe de personnes qui s'attaquent à lui. Moi, personnellement, mes trucs ont toujours été simplement en lien avec mes échanges avec le dit expert. Ben écoute, on vient de le dire. On vient de le dire, tout le monde est conspirationniste un petit peu. Fait que même un expert peut halluciner qu'il y a plein de monde qui se gang up sur lui. Ça existe des experts conspirationnistes qui vivent des idées niaiseuses. Ça se peut. Ça se peut très bien. Ça se peut aussi que... Tu sais, de la même façon que tu as des chercheurs, on se souvient sous l'époque Harper, là, où il y avait une espèce de chasse à l'excellence, là, de chasse à la recherche, puis ils subventionnaient des recherches pourries au détriment d'autres trucs qui auraient pu être plus intéressants. Notamment, il a aboli toutes les recherches sur le climat, je crois. Il y avait certainement des trucs fantastiques là-dedans qu'on aurait pu profiter. Officiel. Par idéologie, tu vois. Donc,
on est là dans c'est possible qu'à ce moment-là, il y a des chercheurs qui... C'est même plus un complot parce que ça s'est avéré par la suite, mais au tout début, oui. et quand ils ont vu les affaires refusées, tout ça, ils se sont dit, coudon, y aurait-tu un groupe qui veut pas qu'on en parle, tu sais? C'est ça. Ça fait. C'est exactement comme de dire les Rothschild sont en train d'organiser la prochaine piqûre, tu sais. Mhm. Voilà, exactement. Oui. Après, il y a le délire du complot versus le complot qui est raisonnable, qui est imaginable versus le complot qui est, je veux dire, le sang bleu. Démesuré, là. Les égyptologues, il y a des Ben limites, ouais. quoi. Mais c'est facile de produire une courte liste donc de complotistes, allons-y comme ça, qui ont enfreint leur code d'éthique. Oui. Donc c'est des gens qui étaient soumis à un code et qui sont devenus complotistes. Et qui n'ont pas encore perdu leur... Oh putain, US. Qui n'ont pas encore perdu leur emploi. Excusez-moi, je sais que c'est pas le fun, les commentaires sur l'orthographe, mais à ce niveau de diplomation, moi j'estime que c'est pas acceptable. Qui sont pas encore perdus leur emploi, ben tant mieux pour eux, parce qu'ils ont la liberté académique. Chris, qu'est-ce que ça veut rien dire, cette phrase? Non, ça, c'est en rapport ça doit être pour ne pas nommer, genre, Patrick Provost. Genre. Ouais. Ben, c'est parce que moi, il arrêtait pas de parler d'éthique. Puis je disais, ben, regarde, je vais te donner une liste de personnes qui étaient protégées par un code d'éthique. Puis j'ai nommé Raoult, j'ai nommé une couple de personnes comme ça, que clairement, ils ont fait honte à leur ordre. Puis juste comme quoi, le code d'éthique, ça veut juste dire, si tu fais quelque chose, ben, il y a des moyens, il y a quelque chose qui peut avoir des conséquences. Ça veut pas dire que ça t'empêche de faire des niaiseries. De dire que je fais pas de niaiserie parce que je suis géré par un code d'éthique. Ben oui. C'est niaiseux. C'est pas ça que ça fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas avoir du trouble. Ben, c'est parfait. Ben écoute, une courte liste de complotistes qui ont enfreint leur code d'éthique, qui n'ont pas encore perdu leur emploi parce qu'ils ont la liberté académique. Ça veut rien dire, ça. La liberté académique, c'est de la liberté d'expression à l'intérieur du champ académique. Tu sais, pour ce que ça mange en hiver, la liberté académique parle de liberté d'expression. Puis la liberté académique, c'est de la liberté d'expression dans le domaine académique. Mais à la fin, si tu es expert dans l'œil et que tu donnes une opinion sur l'œil, tant mieux. Mais ta liberté dite académique, là, avec ce qui vient et la loi sur la liberté académique, donc toutes les obligations qui viennent derrière, pour l'université, je rappelle, parce que c'est pas mal pour l'université qu'il y a toutes les obligations, on arrive je veux dire, tu peux très bien, Patrick Provost peut très bien dire qu'il aime pas les Honda rouges à Radio X, quoi. Il a le droit de dire les Honda rouges, c'est de la merde. Effectivement. C'est vraiment de la merde, les gars. Arrêtez d'acheter ça. Ça s'appelle la liberté d'expression de tout un chacun, puis il a le droit de parler de ce qu'il veut quand il veut. C'est justement pas, par contre, de la liberté académique, puisqu'il n'est pas dans son champ de recherche. C'est pas très compliqué. Ok, c'est facile. Cependant, la sanction des pairs est beaucoup plus cinglante que celle des administrations parce qu'elle discrédite directement et en profondeur les affirmations des professionnels complotistes. Cela peut aller d'un isolement de la communauté scientifique jusqu'à la radiation pure et simple. Le processus en place veille généralement à moduler les sanctions par rapport au degré de gravité et faux droit. Il confond tout. Il confond absolument tout, là. Donc, en fait, il est en train de faire un paragraphe où, dans le même temps, il vient confondre, et on le verra à un autre moment donné, Tommy, tu verras, parce que le même expert confond beaucoup la quérulence et le mouvement souverain. Ah, et oui, tu m'avais glissé un mot là-dessus. Un point tel de les fusionner et ça fait de toute une présentation un truc qui est vraiment peu professionnel, justement. Bon. Cependant, la sanction des pairs, tu sais que dans la recherche, mais c'est dommage que Stéphane soit pas là, mais en tout cas, toujours les articles, les publications sont évidemment très importantes. Les universités veulent que les chercheurs publient beaucoup et les fonds de recherche veulent qu'il y ait de la publication aussi. Tu sais, on veut faire parler de l'université. L'université exige un certain nombre de publications. Tu sais, il peut y avoir des contrats comme ça où les publications sont élevées, tout ça, parce que l'université veut qu'on parle d'elle. Ça fait l'image extérieure de l'université. La sanction des pairs, c'est sûr que quand tu publies beaucoup ou que tu publies, c'est tes pairs qui te jugent, c'est tes pairs qui évaluent ton article ou ta publication. Et si elle passe le cash de tes pairs et de la révision et de toutes les étapes que tu as, parce que ton article te revient, tu dois ajuster. Tu sais, ça prend pas 3 jours, là. Ça prend des mois pour faire vérifier un article. Et à partir de ce moment-là, il y a un comité qui se réunit et qui décide si oui ou non il va le publier. Même si tu as travaillé dessus comme un chien, puis qui pourrait être publié. Ils peuvent décider de ne pas le publier. Ouais. Parce que
le monde a changé. Il y a eu le 11 septembre, puis 2 tours se sont écroulés. Ah, ouais, Un ouais, article, ouais. c'est fini. Bon, ce monde-là est Ils peuvent-tu te renvoyer ton article? Non, OK, non, tu l'expliques. Ben, Go, ils te go, le disent go. qu'ils ont décidé de ne pas le publier. C'est tu sais. ça, c'est ça. Mais ils disent, tu sais, des fois, une réponse, une raison, puis renvoie-nous-les avec ça de corriger ou ce genre d'affaires-là. Ben, moi, ce que j'ai eu, c'est qu'ils disaient on va le publier parce que c'est vraiment bon. Ouais. Mais il y a des révisions à faire, puis on veut passer le comité des pairs pour s'assurer qu'il est correct. Puis on a eu quelques révisions à faire, mais j'imagine que nous, on aborde des sujets en matière juridique où on parle avec il y a un premier comité réviseur. Par exemple, dans les mélanges constitutionnels, là, c'est Brun, Tremblay, Brouillette, c'est certainement les. Madame Brouillette, c'est une des juristes les plus calées qu'il n'y a pas OK. au Canada. Là. Je veux dire, quand elle lit ton article puis elle dit ah ben nous ça nous intéresse, on va le passer au travers du processus. Tu peux croire que si elle te dit ça m'intéresse, ça veut dire qu'elle veut le publier. Là. OK, bon. Donc bref. On avance, Après, on ça avance. dépend des revues, je sais pas, chaque revue a son comité, bref, chacun Ouais. son truc. Cependant, la sanction des pairs donc est beaucoup plus cinglante, ce qui veut dire c'est qu'à partir du moment où tu te brûles dans ton milieu, ben, t'es grillé, hein, on sait ce que c'est. Que celle des administrations, parce qu'elle discrédite directement en profondeur les affirmations des professionnels complotistes. C'est Ben, beau, parce ça. qu'elle les rejette, en fait, ces affirmations-là. Elle Ouais. considère que c'est pas, ça rentre pas dans le consensus. Finalement. Ouais, c'est ça. Cela peut aller d'un isolement de la communauté. Ben oui, ça se peut ou pas. Ça peut être juste, tu t'es trompé sur ce coup-là, mon grand, reprends-toi, puis ça va bien aller. Pourquoi pas? Jusqu'à la radiation pure et simple de où? Tu vois, là, il vient complètement de confondre les choses. C'est que, tu sais, la radiation, c'est une sanction administrative qui est décidée après un processus contradictoire. Et le professeur Provost est en train de le vivre en ce moment-là, son processus. C'est qu'il y a un arbitrage, il y a des représentations contradictoires, il y a des avocats, c'est sérieux, là. Donc, la sanction, lui, il a été suspendu, il conteste la sanction. Il est dans un processus administratif qui ne regarde pas la communauté scientifique. Mais j'imagine que dans son domaine, moi, pour avoir parlé à quelques chercheurs que tu connais, comme le docteur Becker, comme le docteur Roussel, comme un autre docteur très connu que je peux pas dire le nom, mais qui est vraiment bon dans la pharmacie, ou la docteure Dominique Baril, par exemple, que pour te faire griller de ta communauté puis te faire vraiment rejeter complètement, il faut que tu sois le pire des connards, quoi. Et que Provo veut pas, dans sa business, c'est un des tops. Fait qu'il peut être parti sa sauce, mais les gens peuvent très bien se dire... Ouais, c'est ça, c'est ça. On espère qu'il revienne parce que Chris qui est bon dans son truc. C'est ça, hein, le domaine académique, c'est quelque chose qui se nettoie tout seul, mais lentement. Fait que, tu sais, c'est ça le processus d'isolement. Il y a des personnes, il y a des experts qui se ramassent, c'est ça, s'isoler sur les réseaux sociaux puis le reste. Jason, il y en a plein d'exemples. Jason, il pourra t'en parler. Il y en a plein d'exemples de profs qui sont partis sur la sauce. Ça veut pas dire pour ça qui ont tout perdu, quoi. Tu sais, faut faire un peu de nuances. Alors, ils confondent là le processus administratif et l'autorégulation du milieu. Et là, il finit par se tromper complètement. Les processus en place. On dirait Je comprends que là, c'est administratif. Ouais. Veille généralement à moduler les sanctions par rapport au degré de gravité de la faute. Ça dépend. C'est un processus par lequel il y a quelqu'un qui prend une décision à l'égard de faits qui lui sont soumis. Cette décision-là, elle est révisable. Puis quand il y a une sanction qui tombe, elle sort d'un comité. Il y a eu des discussions. Puis après ça, tu peux demander la révision de cette décision-là. Puis là, ton syndicat va te représenter. Tu sais, il y a tout un processus là. Ouais. Alors, moduler les sanctions par rapport au degré de gravité de la faute, c'est qu'il y a des sanctions qui sont prévues par le décideur. Il faut savoir qu'un décideur n'agit jamais en dehors d'une règle de droit qui lui donne le pouvoir d'agir. Donc, si je vais, par exemple, à l'Université Laval, la personne qui a suspendu le professeur Provost, je suis certain qu'en cherchant, je vais trouver qu'il y a un règlement de l'université qui donne le pouvoir à ça. Ouais. Le règlement a été pris par je ne sais pas quel conseil d'administration. Ouais. Le conseil d'administration, lui, est nommé par whatever le ministre. Idéalement, il faut que tu aies une structure que peu importe c'est quel humain à quelle place, c'est un petit peu le même résultat à chaque fois. Il faut que c'est ce genre de structure-là. Il y a des faits, puis il y a des sanctions qui sont prévues par rapport aux faits.
Modulé. On va y laisser, là. Mais j'aime beaucoup le bout qui dit... J'aime beaucoup quand il dit que la sanction des pairs est souvent beaucoup plus cinglante que celle des administrations parce qu'elle discrédite directement en profondeur les affirmations des professionnels complotistes ou autres experts potentiels. Ça peut aller jusqu'à l'isolement de la communauté scientifique, jusqu'à la radiation pure et simple. On souhaite ça à personne. Ça, c'est sûr et certain. Je t'en prie, continue. Mais c'est vrai que ça peut aller là. Ben, une chance qu'il faut que ça aille là. On voit Patrick Provost aller. Ça n'a pas de sens. Ouais. Les anti-conspi militants, le processus de plainte. Et là c'est gênant parce que c'est vraiment loin d'être vrai. Je sais pas de qui il parle encore. C'est très facile parce qu'on sait pas de qui il parle. C'est comme de dire les wokistes ou le... Tu sais, les I don't know, moi, les juifs. Tiens, les gens, ils aiment bien parler des juifs. C'est comme avec quelqu'un qui regarde ailleurs, qui regarde d'autres personnes. Tu sais jamais s'il parle à toi ou s'il parle à quelqu'un d'autre. C'est vrai. Il s'est bâti un égrégore d'anticomplotistes qui est un mélange de plusieurs personnes ou d'une personne, puis on sait pas trop. C'est la même chose que le wokiste, ça a été bâti, et puis là-dedans, ils mettent plein de monde. Tu sais y a jamais du monde. Ils ne donnent jamais d'exemple du discours, ils confrontent. Puis je veux dire, ceux qui votent PCQ, ils pensent que la CAQ est woke. Là, genre, tout ce qui est à gauche de toi est woke. Je veux mentionner deux affaires. Premièrement, c'est qu'effectivement, ils sont encore en train de travailler dans ma rue. Là, je sais pas pourquoi. Là, ça devrait finir. Voyons, Chris, c'est le projet éternel. Puis, non, c'était pas mal la seule affaire. Oui, on peut y retourner. Ben, on va faire ça plus vite. J'en ai une autre après. Là, regarde, je termine oui. Dominique, Tommy, parce que c'est vraiment drôle. Là. Oui, ça, c'est le meilleur bout. Le processus de plainte passe par la vindicte populaire. Ça va loin en esti, parce que la vindicte populaire, la plainte, personne se plaint que je sache. Moi, j'ai vu ton show plein de fois. Les gens ne sont pas en train de se plaindre. Et si les gens, quand tu regardes les échanges, attaquent pas des personnes, ils sont pas méchants du tout. Ils entendent des trucs qui n'ont pas de sens des fois, puis that's it. Il n'y a personne qui se plaint là. Alors si on vous laisse plaindre, ça passe par la vindicte populaire, c'est faux, puisque la personne qui a écrit ça, c'est très bien qu'elle peut utiliser des processus qui existent sur les plateformes qui sont utilisées. Ben oui. Elle peut écrire aux personnes. Elle en a profité. Peut aussi. Un expert a déjà profité de ça. Puis je veux mentionner, je vais relire la phrase. Un gars qui fait un show en ayant du fun puis des idées va perdre son show si personne l'écoute. Peut-être que c'est ça aussi que je viens... Peut-être que c'était comme une manière... Parce que là, mettons, là, je le prends très personnel parce que j'ai l'impression qu'un expert est en train de me parler. Mais les anti-complotistes militants, OK. Ben, il faudrait le définir. Oui, vraiment. C'est ça qu'il faut. J'ai très, très hâte de le définir. Donc, sorte de tribunal de facto. Si personne n'écoute ce que je fais, j'arrête de le faire. J'espère que je vais avoir cette sagesse-là rendue là. Et, tu vois, Tommy, il y a un autre processus de plainte qui est prévu et dont il ne parle pas et qui n'est pas de la vindicte populaire puisqu'il l'utilise très bien. C'est ce message-là. Ça veut dire qu'il peut aussi aller sur son propre mur, écrire des affaires un peu imprécises. Oui. Pour venir dire des affaires sur des gens qui ne sont pas du tout vérifiés. Grâce à moi, à la place que 6 personnes le voient, ben là, il y a 394 plus 6 personnes qui viennent de ne pas personnaliser la discussion en sachant pas quel expert a mentionné ces faits ici, qu'on peut après ça digérer et comprendre, hein, parce que c'est la sagesse maintenant qui s'est passée de l'expert à nous. Et d'ailleurs, il y a un expert, je ne sais pas lequel, qui a fait un statut il y a 3 heures. Il est aussi long, mais là, je ne veux pas qu'on prenne 20 minutes à le lire, celui-là. Tu m'arrêteras quand tu as quelque chose à rajouter. C'est tout récent. Je ne mets pas tous les réseaux anticomplotistes dans le même panier. Comme je l'ai déjà dit ailleurs, mais ils ne retiennent jamais cette partie. On s'excuse à un expert. Ils ont un répertoire d'actions et de discours variés d'un groupe à l'autre. Merci de le reconnaître. Il y en a qui font du commerce, d'autres non, effectivement. Il y a souvent des propos et des idées intéressantes dans ces réseaux, surtout quand ils essayent d'être plus pédagogiques. Merci, ça fait du bien de voir un expert qui... il y a aussi beaucoup de choses déplorables que je ne vais pas cesser de critiquer, justement parce que je trouve qu'ils sont intéressants à étudier. Mais il me semble que là, il y a un problème à critiquer
à donner une opinion de valeur sur un sujet que tu veux étudier. Si je l'ai encadré pour ça, ça me fascinait de voir. Il me semble que pour étudier un phénomène ou quelque chose, tu n'interagis pas avec. Si tu critiques, tu interagis avec le phénomène que tu étudies. Ben, c'est ça. Est-ce que tu l'étudies vraiment de façon neutre? Si tu te permets de le critiquer, c'est... Mais on a tous des biais, des choses. Moi, savez-vous là, ce que je vais dire, là, c'est que moi, ça fait comme plusieurs années que je discute avec un expert. Puis, il y a souvent des propos et des idées intéressantes dans ces réseaux. C'est la première fois que je vois donner du lousse. Puis, checker, là, il note le positif. Après ça, il note le négatif. Puis, il dit, ça m'intéresse justement parce que c'est weird, ces affaires-là. Puis, je me reconnais vraiment beaucoup dans les propos d'un expert, là. Je suis tout à fait d'accord avec un expert sur ce dossier-là. Il y a effectivement des fois du bien, puis des fois du mal, puis il faut être capable de reconnaître ça pour à peu près tout. À peu près tout. Excuse-moi, Pierre, je t'ai coupé. Non, ben c'est que moi, je trouve ça très curieux d'agir sur un sujet d'étude parce que tu agis dessus, tu communiques avec lui par réseau interposé, là, de manière évidente. Tu agis sur le milieu que tu étudies. Ce milieu-là va réagir à ça. Oui, effectivement. Donc, il va changer son comportement naturel. Oui. Donc, l'étude vient à être biaisée, il me semble, parce que tu foires ton sujet, quoi. C'est comme si moi, je vais étudier des poissons dans un banc de poissons, puis que j'arrête pas de titiller pour qu'ils bougent comme j'ai envie qu'ils bougent, tu sais. Ouais. Fait que là, après ça, je vais pouvoir dire, hey, t'as vu, hein? Je t'avais dit qu'il irait à droite à la vague de 2 mètres là qu'il y avait, ben, il va à droite à chaque fois. Moi, non, mais je vois ce que tu veux dire, là. Il y a puis je veux dire, oui, c'est tout à fait ça. Il y a pas comme de, mettons, parce que il peut pas, en même temps, l'expert, lui, présumément on parle du même depuis le début. Admettons qu'on parle du même depuis le début, parce que je sais pas, là, on fait juste peut-être lancer des mots comme ça. Ah non, on parle des experts en général. C'est ça, on parle des experts, mais on dit un expert pour en sortir un. Peut-être que un expert... Voyons, non, mais j'ai perdu mon train de pensée. Là. J'ai pensé à tous ces experts. Checkez, on va continuer, ça va peut-être me revenir. C'est beau ce qu'il écrit là. Hein. Critiquer tous les politiciens, c'est l'essence même de la démocratie. Ils peuvent critiquer mes idées. Donc, ben là, c'est bien ce qu'on fait. Là, on est en train de regarder, critiquer ces idées. On peut, c'est juste qu'on va être bloqué. Le problème, c'est qu'il ne critique pas beaucoup mes idées. Lui, il considère que ses idées ne sont pas critiquées. C'est vrai, c'est pas ses idées. Peut-être qu'elles sont-tu publiées ou je sais pas. Et mes travaux scientifiques... on va faire ça samedi à la chaîne des Manigances. On fait ça samedi. Oui. Oui. Il critique essentiellement ma personne. Je ne l'ai jamais vu faire, mais si ça existe, moi, je suis désolé pour lui. Je trouve ça poche. Souvent avec vulgarité et impolitesse. C'est pour cela que je ne me suis pas intéressé. Discuter avec plusieurs de ces groupes, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, je n'ai pas envie d'essayer. Ça, c'est son problème. Parfait. La dépersonnalisation, pour parler des idées, ce n'est pas un manque de courage, c'est une tendance dépersonnalisation. Oui, ça, c'est parce que j'ai déjà critiqué un expert en disant que je trouvais ça vraiment un manque de courage d'avoir des discussions comme ça entre adultes, puis de ne pas être capable de nommer le nom. Et c'est l'affaire que je t'ai fait lire hier, en fait, là, que j'avais prêté un petit peu plus des comportements comme... Toi, tu appelles ça créer des chapelles. Mais nous, comme de notre camp, ben, on dit c'est Duhem qui me fait chier parce qu'il dit ces affaires-là, ces idées-là, je trouve ça niaiseux, puis je vais rire de ça. Admettons, exemple. Tandis que là, ben, on parle de complotisme, d'anticomplotisme, on attaque des ismes à la place d'attaquer comme quelqu'un qui pourrait nous expliquer de manière définitive de l'idée. Fait que quand on attaque des ismes, on attaque surtout la manière qu'on conçoit être cette idée-là. Parce qu'on va pas demander à chacune des personnes qui représentent cette idée-là un petit peu, c'est quoi sa définition de ce isme-là en particulier. Fait que ça devient rapidement un piège, les ismes. Selon moi, je suis pas un expert, je suis même pas un philosophe, je suis un animateur avec des toutous. D'ailleurs, moi, mon Jean-Denis, mon roi de Taillos, il est libre ici. C'est ça qui se passe. Fait que je veux qu'on finisse ça vite. Là. Surtout, j'encourage ces groupes à tous. Dans leur livre magistral sur le complotisme, mes collègues Sylvain Delouvet et Sébastien Dieguez ne nomment aucun complotiste. Ça n'a rien à voir avec le courage, on s'en doute, mais plutôt avec le choix des chercheurs. Oui, de s'intéresser aux processus psychosociaux et aux idées, pas aux individus. Oui. Mais moi, justement, j'ai vu qu'il y a un expert connu dans le domaine de la radicalisation au Québec, puis il n'y en a pas 36 de ce domaine-là. Il y en a un là-dedans
qui a fait une vidéo qu'on va voir, toi et moi, samedi, Tommy, OK. où il classifie les différents camps, différents, on va dire, courants de complotisme au Québec. OK. C'est Et cool, il ça. nomme que des noms. Il va classer des individus dans des cases. Ah, mais là, moi, attends un petit plutôt peu, que là. Moi, plutôt que de retenir. Il y a déjà cette espèce un expert, Pierre, il y a déjà un expert, je ne sais pas si les deux se connaissent, là, moi, mais il y a déjà un expert qui m'a dit que c'était une manière de radicaliser les gens puis que c'était vraiment pas correct de faire ça comme ça. Je ne sais pas si ces deux experts-là se connaissent, ils pourraient peut-être se parler. Là. Ben, je te dis, Mario Roy, il est dans les souverains avec Normandin. Il y a des. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, ben on verra samedi. Amalega, qui est le joueur par excellence multiplateforme, il se ramasse dans une case. Ben, tu peux pas mettre Amalega dans une case. C'est le joueur. Il mange de toutes les sauces, Amalega. C'est le joueur inter-équipe. C'est le joueur inter-équipe, on va dire ça comme ça. Fait que, ben écoute, en fait, il y a un expert qui vient de publier ça. Il y a quelque chose comme 20 minutes. Probablement qu'un expert nous écoute, et là, il voulait converser. Et je ne sais pas si ça nous adresse. Checker. Ça, c'est ce qu'un expert nous a écrit, nous a offert au monde. C'est un échantillon de la recherche d'un expert. J'ai un rapport sur l'antagonisme entre complotistes versus anti-complotistes qui va sortir en janvier. Je fais des tests et je publie des bouts d'analyse sur cette page parce que les deux camps sont très réactifs et que cela me sert à ajuster ou à confirmer mes thèses. Cela me donne du matériel pour ma rédaction. Merci de partager avec moi vos réactions. Est-ce que ça a l'air... Est-ce que ça a l'air d'être un texte émotif, ça? Moi, peut-être que ça... On sent qu'un expert est très impliqué. Donc, on salue toutes les personnes avec de l'expertise. On les félicite parce que c'est grâce aux experts qu'on a accès aux réseaux sociaux puis qu'on peut échanger plein d'informations à tout le monde. Messieurs, je veux vous laisser chacun un petit quelque chose pour débriefer. Après ça, j'ai deux petites surprises, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai un petit texte. Commence avec moi. Attends un petit peu. On me dit que la question je comprends qu'on veut pas nommer l'expert, mais moi, je ne suis pas trop ça. Je comprends pas très bien le pourquoi donner autant d'attention à cette personne. Je comprends le sous-naturel, que tu comprennes pas trop. On a presque fini. C'est ça. Peut-être que le passé va rattraper. On a vraiment presque fini. Puis, en même temps, il y a comme une espèce de critique et de processus éthique, d'autocritique, de création d'espèces de manière d'essayer de concevoir comment notre entreprise ici, notre petite équipée qu'est le Mercronspi et ses alliés, on est perçu par les experts. Et ça, c'est important d'être capable de communiquer avec les experts puis d'aller chercher leur petite perle de sagesse pour comprendre tranquillement, pas vite, en étant critique. Là, on a invité un professionnel, quelqu'un qui voit là, et on a décortiqué un texte ici pour grandir tout le monde ensemble et dialoguer, parce que c'est ça, le dialogue, hein, c'est tout le monde peut grandir de l'expérience. Keto, tu as dit que tu avais un petit quelque chose. On passe la POC à Pierre juste après. J'ai un petit texte. J'ai choisi le style humoristique. J'espère qu'il y a quand même des notes, des messages. Non, mais on peut faire des blagues. Moi, j'aime beaucoup ça. On fait des blagues. Donc, je me lance. Être expert n'est pas une tâche facile. Il faut garder un œil ouvert constamment sur les gens qui s'intéressent de près ou de loin à notre domaine d'expertise. Ils ont le droit de parler du sujet, mais pas trop. Et surtout en précisant constamment qu'ils ne sont pas des experts. L'expert décide de qui est complotiste et anticomplotiste et peut aussi déterminer qui est un militant parmi eux. L'expert peut même statuer sur les domaines qui ne sont pas le sien, comme par exemple la psychologie, en déterminant ce qui peut être considéré un diagnostic de santé mentale ou non. L'expert peut aussi engager les gens sur les réseaux sociaux tout en étant celui qui est harcelé. Le non-expert ne peut divulguer le sujet d'une conversation Facebook, mais l'expert, lui, peut coller une conversation privée qu'il est expert. L'expert peut être offensé lorsqu'il n'est pas consulté sur un projet impliquant son domaine de spécialité
Mais c'est normal, c'est lui l'expert. Il ne peut y en avoir qu'un, un peu comme les Highlanders. Mais ce que j'aime le plus de l'expert, c'est son code d'éthique. Ce code d'éthique qu'il porte fièrement comme une cape de super-héros, une paire de bottes de cowboy. C'est ce code qui est garant de son intégrité. Il est correct dans tous les aspects de sa vie parce qu'il a un code d'éthique pour son emploi d'expert. Pour le commun des mortels, un code d'éthique permet des recours et des sanctions en cas de manquement. Pour l'expert, c'est plus une espèce d'aura de bienséance. Monsieur le professeur, c'est pour cette raison que je vais être un expert quand je vais être grand. C'est ça. Merci beaucoup, Keto. Je suis désolé. Il y a notre pote, une vieille habitude qui m'a... Merci. C'est tout à fait right on. Ça prend ça. Ça prend des experts dans la vie. On ne pourrait pas aller sur la Lune s'il n'y avait pas des experts. Et sans les experts, il n'y aurait pas d'experts. Puis il n'y aurait pas de comité d'éthique. Puis tous les comités d'éthique seraient comme dans l'éther à ne pas avoir d'experts. Là-dessus, mon cher Pierre, je te laisse la petite tranche de l'autre côté. Je vais avoir ma surprise, une tourne, et on s'en va vers notre ami Jason Keys. Et écoutez, on est, avant de te passer la POC, on est raidé par le très sympathique Défait 14. Je vous encourage vraiment très sincèrement à suivre la chaîne et je le dis, je veux pas que, en tout cas, il faisait ça avant tout le monde que vous connaissez, qui faisait ce qu'on fait là. Là, c'est le premier des anticomplotistes, pourrait dire un expert. Voilà, tout à fait ça. C'est un vrai militant. Oui, un vrai militant anticomplotiste, comme dirait un expert. Là, c'est beaucoup d'inside. Merci tout le monde d'être là. On essaie de rester le plus civil possible avec ce qui est en train de se passer. Je vous expliquerai en privé, là, c'est vraiment aucun manque de respect. On a eu un des segments les plus singuliers de toute l'histoire de mon émission. Là-dessus, Pierre Inoni, les avocats et aussi responsable de la chaîne Les Manigances, que je vous encourage d'un même souffle à suivre tout le monde, va nous faire un petit épilogue de notre aventure ici. Un épilogue, écoute, je vais le garder pour tantôt, mais tu sais, pour moi, dans mon domaine, ce que c'est qu'un expert, c'est un témoin. C'est un outil, on appelle ça un moyen de preuve. Donc, on fait dire à l'expert une opinion relative à des faits qui sont mis en preuve. Et on a besoin de l'opinion de cet expert-là pour estimer des choses. Parce qu'il y a une question, par exemple, qui va reposer sur est-ce que le policier a agi dans les règles de l'art? Donc, il va falloir établir c'est quoi les règles de l'art de tel domaine. Et pour l'établir, on va appeler ce qu'on appelle un expert, quelqu'un qui va pouvoir donner son opinion. Sur un sujet dans lequel il est justement reconnu par ses pairs et par ses publications. Alors, pour moi, à chaque fois que j'entends expert, c'est à ça que je pense. Je me dis, c'est très précis, c'est une question particulière. Et je l'utilise ici aussi, c'est que à toute fin pratique de tout ce qu'on vient de parler, il n'y a rien qui est de l'expertise. On n'est pas dans un domaine expert du tout, là, ici. On est dans un simple domaine de relations sociales entre personnes. Voilà, c'est tout. Et la personne qui écrit tout ça pourrait tellement facilement, et moi je sais parce que j'ai lu ses rapports, et il y a des trucs intéressants là-dedans, et il y en a qui m'ont intéressé plus que d'autres, c'est mieux dit comme ça. Mais à la fin, c'est tellement plus simple si cette personne-là était là avec nous puis qu'on puisse être en train d'étudier ses recherches avec cette personne-là. Tu sais, c'est que à toute fin pratique, comment tu veux parler des rapports du Séphir si les personnes qui les publient sont pas là pour t'aider à en parler? Ouais. Tu vas donner une opinion d'un truc que tu n'as pas écrit. Ouais. Toi, t'es pas le bon témoin. Voilà. Le bon témoin, c'est eux, puis ils pourraient nous apporter tout ça. Et plutôt que de se parler comme ça, comme des bébés, là, un peu, tu sais, c'est triste, quoi. Parce que c'est... Je suis d'accord. Tout à fait parlable chez Tommy ou où il veut même. Ça peut être sur sa page à l'expert. Effectivement. Il veut, là, peu importe le forum. Puis tu connais des gens qui ont amené des dossiers ici sur l'addendum et j'ai jamais
jamais dit non, on montre pas ça à qui que ce soit. J'ai jamais eu d'éditorial à rajouter ou de mots à mettre là-dessus. Tout le monde est de sa pleine liberté d'expression et du reste. Donc, voilà. Oui. Donc, moi, je lance un appel à l'expert en disant lâche l'élastique. Viens-t'en au musée, on va boire un café tous ensemble. N'importe quoi. Puis tu vas voir qu'on va jaser, puis qu'on va avoir bien des affaires à faire ensemble. Ça va être beaucoup plus intéressant que d'aller commencer à parler de code éthique, puis de dire c'est quoi les bons processus de sanction, puis on s'en fout de ça. Sérieusement, on n'en a rien à foutre. Effectivement. Merci beaucoup, Pierre. On peut peut-être rappeler, avant d'aller plus loin, que ce samedi, sur la chaîne des Manigances, on va écouter d'ailleurs un clip d'un expert qui est lors d'une conférence du CEFIR. Merci messieurs d'être passés. Et là-dessus, ben, c'est moi. C'est moi qui vais... Tiens, même, je vais vous enlever de l'écran. Merci, on se rejase, messieurs. Bon. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de ton travail. Beaucoup. Bonne soirée, tout le monde. Suivez Pierre sur la chaîne Les Manigances et Keto sur sa chaîne aussi. Merci, messieurs. À bientôt. Donc, voilà. Je pense que c'est important à ce moment-ci. Je veux être seul avec un expert pour peut-être continuer dans la trail qui vient d'être entamée par notre bon Pierre. Je veux m'en rire, c'est correct. C'est correct aussi de rire de soi. Et avant d'aller plus loin, ben, on va écouter un extrait. Non, en fait, on va juste écouter un clip pour lequel j'ai été faussement accusé, pour lequel on m'a prêté des intentions, pour lequel, non, c'est pas correct. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre. De l'autre côté, c'est Dave Brubeck. Ça va donner à tout le monde le temps d'inhaler de l'oxygène, de se lever, prendre une marche. Après ça, j'ai très hâte. Jason Selected, spécial Elon Musk. On va s'en aller dans l'espace en esti. Merci beaucoup encore à Keto Warrior. Merci à Defecator et à tous les amis de la chaîne. Vraiment, félicité à tout humain de bonne volonté. Là-dessus, je vous laisse avec un classique qui n'était plus sur le net avant maintenant. Je n'ai pas à tenir ma promesse. Un expert n'a pas agi.